Bonjour à tous, merci d'être parmi nous. Merci aux personnes venues dans le public en présentiel à Léonard Paris qui ont bravé à la fois la situation et le contexte de crise, la pluie et puis l'horaire de cette table ronde sur l'usage des traces numériques dans les villes à partir donc des données captées et émises par les citadins. On va réfléchir ce matin dans le cadre du festival Building Beyond qui s'intéresse aux métiers de la ville de demain, à l'usage des traces numériques et puis l'impact sur la transformation, l'impact que ça peut avoir sur la gouvernance, l'organisation et les parties prenantes dans la ville de demain, avec 4 intervenants de qualité. On aura l'intervention de Sarah Medjek, qui est chargée de projet d'innovation sur la self-data territoriale de la FINC, Fondation Internet Nouvelle Génération. Antoine Courmont, qui est directeur scientifique de la chaire Ville et Numérique de Sciences Po. Isabelle Berro-Sarfati, qui est fondatrice d'IBCity, une structure de conseil et d'expertise sur l'économie urbaine. Je ne voulais pas me tromper de terme. Et puis, à distance, par prévention, Cécile Maisonneuve, qui est la présidente du think tank La Fabrique de la Cité, qu'on peut peut-être avoir avec nous sur l'écran. En tout cas, quand en ligne, vous devez pouvoir voir. Alors, on a été très précis sur les termes pour cette table ronde, en parlant volontairement de données émises et captées par les habitants des villes pour qualifier des données dont on parle en termes d'usage et de services qui vont se développer dans la ville de demain. On va essayer de parler au travers d'exemples concrets de l'impact et puis de ce qu'on peut anticiper de ces métiers et de l'évolution de ces usages sur la ville. Et donc, je vais commencer je vais vous rejoindre et puis commencer par un premier tour de table en ce sens, en vous posant cette question au travers de vos différents projets et expériences, comment est-ce que vous voyez les usages et les services permis par les données émises et captées des habitants des villes évoluer dans le futur? Peut-être pour commencer votre regard, Isabelle Berro-Sarfati là-dessus. Et n'hésitez pas à vous présenter plus en détail. Oui, donc bonjour, merci d'abord pour cette invitation. Donc moi, effectivement, je suis consultante en économie urbaine et j'enseigne à Sciences Po. Moi, j'aborde la question de la ville par le prisme de la coproduction publique-privée, par la question des acteurs et des modèles économiques associés. Et notamment, je travaille en ce moment sur un chantier dont je parlerai aujourd'hui pour la direction de la prospective du Grand Lyon sur les rues de demain. Et parce que je pense que c'est aussi important de voir par quel prisme on parle. Moi, au fond, ce que je fais, c'est que j'importe les outils de l'analyse stratégique dans le champ de la fabrique urbaine, avec l'idée que la stratégie, c'est un processus qui permet l'allocation de ressources rares. Et cette question des ressources rares, qui sont des ressources naturelles, des ressources financières, et puis on va le voir aussi, la question de l'espace public, eh bien cette question d'allocation des ressources rares, elle est sans doute au cœur des enjeux pour les collectivités locales. Alors, par rapport à la thématique de cette table ronde, moi, il me semble que ce que je retiens, c'est que, en lien avec la question des données captées et émises, il y a 2 transformations majeures qui sont à l'œuvre. La première transformation, c'est le fait que chacun a aujourd'hui un super ordinateur dans sa poche à tout moment et peut être géolocalisé. Et ça explique beaucoup des transformations d'usage qui sont là. Et puis, la deuxième transformation, c'est le fait que les acteurs qui permettent l'exploitation de ces données, c'est largement une nouvelle catégorie d'acteurs dont le modèle économique est radicalement différent du modèle économique des acteurs traditionnels. Ce sont les plateformes numériques qui proposent des offres, là encore, inédites, sur mesure, en temps réel et parfois sur abonnement aux habitants des villes. Et ça provoque un certain nombre de transformations. Et en particulier, sur la question des rues de demain, ce que je crois, c'est que justement, une des transformations principales, c'est la multiplication des usages dans les rues, du fait de la micromobilité, du fait des VTC, du fait de la logistique. Donc, c'est en partie lié justement à tous ces nouveaux usages que permet le smartphone.
Et donc, ça, c'est le premier point. C'est cette idée donc de nouveaux usages dans la rue qui crée un nouvel encombrement de la rue, avec des conséquences qu'on verra tout à l'heure. Et puis, le deuxième point clé, me semble-t-il, toujours concernant l'espace public, c'est que aujourd'hui, l'accès à l'espace public passe de plus en plus par l'accès à l'information sur l'espace public. Et ça ouvre aussi des questions qu'on verra un peu plus tard. Merci. Alors peut-être pour rebondir là-dessus, Antoine Courmont, vous travaillez du coup plus sous l'angle de la recherche sur ces sujets. C'est quoi votre vision de l'évolution des usages dans les villes à l'aune de ces traces numériques laissées par les habitants? Effectivement, du coup, moi, pour me présenter également et introduire mon point de vue sur cette question, en fait, donc je suis chercheur en sciences politiques et directeur scientifique de la chaire Ville et Numérique de Sciences Po, où on s'interroge sur ce que le numérique fait à la gouvernance urbaine, en quoi il recompose les relations entre acteurs publics, privés et la société civile dans la conduite de l'action publique. Et à ce titre, moi, je m'intéresse plus particulièrement à la question des données, hein, qui sont donc au cœur de ces enjeux numériques, et pour comprendre un peu ces recompositions d'acteurs par ce prisme. Ce qui est intéressant sur la question des données, au-delà qu'elles soient ce soit des données des usagers ou pas et du numérique, c'est que en fait, elles ont des enjeux politiques qui sont doubles, à mon sens. Le premier enjeu politique est celui qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le fait que ça reconfigure, recompose des relations de pouvoir entre ceux notamment qui possèdent des données et ceux qui n'en possèdent pas. Et donc là, donc Isabelle a évoqué la question des plateformes qui sont effectivement des acteurs qui se sont construits autour de cette accumulation et cette valorisation de données et qui par ce biais parviennent à concurrencer, en tout cas à mettre à l'épreuve le pouvoir des institutions publiques notamment. Mais le second enjeu politique qui me semble tout aussi important, qui est pas seulement celui de la possession des données, mais qui est également celui de ce que les données représentent, comment elles représentent la ville, quelle est la représentation urbaine qui est véhiculée par ces données. Et c'est ce qu'on peut appeler en fait tout le pouvoir sémantique de ces données, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des données pour coordonner des acteurs autour d'une certaine forme de représentation d'un problème social, d'une ville, etc., etc. Pour prendre un exemple pour préciser mon propos, le cas de la plateforme Waze et de l'application Waze, donc que vous connaissez tous certainement, cette application de mobilité pour aider à la circulation routière, qui est un véritable assistant cognitif pour les usagers qui l'utilisent. Donc en France, c'est quand même près de 13 millions d'automobilistes. Excusez-moi, le masque tombe. Donc c'est près d'un automobiliste sur 4, même plus. Donc c'est quand même assez majeur. Et en fait, l'application Waze repose uniquement sur des données de crowdsourcing, donc qui proviennent directement de ses usagers. L'ensemble des traces de circulation qui sont collectées, agrégées et utilisées pour calculer l'itinéraire le plus optimal pour chaque automobiliste. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, par ce biais, en fait, cet acteur est totalement autonome des pouvoirs publics quant aux données qu'ils utilisent pour cette application. Et donc, on voit bien à la fois qu'il y a une relation de pouvoir qui se crée sur qui possède cette donnée, mais aussi sur ce qu'elle représente et comment on va représenter la circulation routière, puisqu'en effet, vous avez dû en entendre parler, de certaines problématiques avec des reports de trafic qui seraient dus à Waze dans certains quartiers résidentiels et des gestionnaires de réseaux routiers publics qui, du coup, perdraient la maîtrise de la gestion et de la régulation de la circulation routière. Merci beaucoup. Alors du coup, vous parlez beaucoup de mobilité et d'usages qui vont avoir un grand impact et puis qui impliquent aussi beaucoup les habitants et les citoyens. Peut-être là-dessus, Cécile Maisonneuve, vous à la Fabrique de la Cité, je ne sais pas si vous m'entendez bien, à la Fabrique de la Cité, vous travaillez beaucoup sur ces sujets de l'impact du numérique sur les villes et avec un regard notamment international. Vous vous intéressez pas qu'au sujet, au débat qu'on peut avoir en France, mais aussi aux solutions à l'international. Peut-être comment est-ce que vous voyez les usages liés à ces traces numériques évoluer dans la ville et peut-être le rôle du citoyen et de l'habitant là-dedans, qui au final, dans ce qu'on décrit pour l'instant, est plutôt passif. Comment est-ce que vous voyez ces choses-là? Bonjour à tous. Merci Quentin. Vous m'entendez bien?
Parfait. Donc effectivement, j'aurais aimé braver les éléments pour être parmi vous ce matin. Effectivement, ce qui est très intéressant dans l'ensemble des interventions qui ont été faites par Isabelle, Antoine, c'est finalement de montrer que ce citadin habitant extrêmement productif, puisqu'Isabelle l'a rappelé, on a tous notre ordinateur dans la poche. Moi, ce qui me frappe, c'est sa grande passivité dans cette affaire. Et l'exemple que je souhaiterais prendre ce matin, c'est pas celui de la mobilité, c'est celui de l'énergie. Et finalement, rentrer dans la maison de cet habitant et de ce citoyen. Et à cet égard, les exemples en la matière sont assez peu français. Pour une raison liée au marché et à notre réglementation en matière énergétique. Je pense notamment à l'interdiction finalement de vendre des produits et des services. Or, ces évolutions-là, on les a dans les pays qui nous entourent. Je pense à l'Allemagne, je pense aux Pays-Bas, je pense au Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'on voit? En fait, le modèle qui se répand, c'est un modèle as a service, energy as a service, et qui se décompose, par exemple, chauffage as a service. Et ce qui est très intéressant, je vais prendre par exemple l'exemple d'une start-up néerlandaise qui s'appelle, donc un nom un peu compliqué, Factor E, FCTRE. Et en fait, ils vont financer chez un habitant l'ensemble du dur, c'est-à-dire des panneaux solaires, de la pompe à chaleur. Ils vont tout vous amener, vous n'avez absolument rien à faire. Et derrière, ils vont exploiter les données. Donc, on parle là de données que nous générons dans nos appartements via l'ensemble des produits connectés. Et ils vont générer l'ensemble des données pour vous fournir une température que vous aurez définie. On voit également en Allemagne se développer des sortes de marketplace de produits de la transition énergétique connectés. Et le UK est un pays extrêmement dynamique en la matière, et petit à petit, on voit se plugger sur tous ces services, en fait, aussi la voiture électrique. Donc là, il y aura un lien aussi avec la mobilité. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est que ce citadin, il met à disposition de l'ensemble de ces acteurs, alors de ces agrégateurs, de ces fournisseurs de services, qui pour la plupart d'ailleurs finissent par vouloir vendre de l'énergie. Et d'ailleurs, par exemple, Tesla a dit qu'il voulait aussi vendre de l'énergie. Il met à disposition énormément de données, mais en fait pas pour être un consommateur, comme on dit depuis des années en matière de transition énergétique, mais pour surtout ne rien faire. Et moi, ça me frappe beaucoup, c'est qu'en fait, on avait cette idée que à l'époque où il y a une demande de participation, une demande pour dire son avis sur un sujet aussi important que celui de la transition énergétique, l'objectif de mise à disposition de toutes ces données, et quelles données? Ce sont des données quand même de chez soi, du domaine de l'intimité, ou qui concernent comment on se chauffe, si on se déplace et tout. Il met à disposition ces données pour absolument ne rien avoir à faire, et pour être finalement totalement passif. Et ça rejoint tous les travaux des sociologues de l'énergie. Je pense par exemple aux travaux de Stéphane Labranche, qui vous disent finalement, à part ce qu'il appelle les technophiles qui se fichent de l'énergie mais qui adorent les gadgets, les nouveaux trucs avec plein de connexions, ou les gens très très engagés, très militants de la transition, la plupart des gens recherchent ce qu'on recherche tous quand on a une application ou un téléphone portable, c'est-à-dire la plus grande simplicité. Et je trouve ça intéressant parce que par rapport à tous les débats qu'on a eu en France sur Linky, et là c'est du Linky puissance je sais pas combien, parce que c'est des données en temps réel qui concernent tous les objets connectés liés à l'énergie dans la maison. Par rapport à ces débats-là, en fait, on s'aperçoit que le sujet, c'est pas du tout une inquiétude et tout, c'est vraiment gérez pour moi, occupez-vous-en et je m'en porterai beaucoup mieux. Et donc, ce qu'on cherche finalement, c'est la plus grande simplicité. On ne paye pas pour voir, comme le poker, on paye pour ne pas voir, voire ne pas savoir ce qui se passe dès lors qu'on a la température qu'on veut et le confort qu'on attend dans son domicile. Donc en fait, c'est très intéressant. C'est du coup la position du citadin évolue vers une attente plus confort et service. Merci beaucoup pour ce regard. Et peut-être pour compléter, on a eu jusqu'ici des réflexions et des échanges et partages de nouveaux usages et services. Peut-être, Sarah Medjek, si vous pouvez nous parler d'une démarche qui part non pas de l'usage et du service, mais de la manière dont on gère la donnée
à l'échelle de l'individu, qui est la self-data territoriale. Et je vais demander à mes collègues si vous pouvez mettre les quelques slides sur lesquels vous appuierez pour présenter votre projet. Merci, ça devrait pas tarder à arriver. Pardon, vous n'avez pas de micro là? Ouais, très bien, allez. Donc, bonjour à tous et merci pour votre invitation. Je m'appelle Sarah Medjek et je suis chef de projet à la FING. Donc, très rapidement, la FING est un think tank qui existe depuis 20 ans. Et en fait, ce qu'on fait à la FING, c'est qu'on explore l'impact des usages numériques sur la vie des individus. Ça part de, en fait, questionnements autour parfois du corps, autour de la ville et autour des données personnelles. On a différents projets. Et depuis 2012, on explore le concept du self-data, notamment à travers le projet Mes Infos, et depuis 2018, à travers le projet self-data territorial. Donc du coup, si vous me donnez... Merci beaucoup. Alors, donc ça, c'était une présentation de la FING, je vais la passer. Donc, le self-data, c'est la production et l'exploitation, le partage des données personnelles par les individus sous leur contrôle et à leur propre fin. Donc, à travers le projet Mes Infos, on a pendant des années expérimenté finalement le retour des données personnelles aux individus, donc les données personnelles de manière générale. Et donc, en 2017-2018, on a mené un pilote où, en fait, avec un certain nombre d'entreprises, on a rendu les données personnelles que ces entreprises avaient à un panel de 2500 individus pour justement observer déjà comment on fait pour restituer les données personnelles, qu'est-ce que ça demande comme effort technique, comme effort de coordination, comme aussi ça pose un certain nombre de questions d'ordre juridique, de modèle économique, enfin bref tout ça, mais surtout l'adoption, l'appropriation des individus de leurs données personnelles et des services qu'on a mis à leur disposition pour réutiliser les données. C'est finalement ça qui est vraiment, on va dire, au cœur du self-data, c'est la possibilité de réutilisation des données personnelles par les individus. Et donc, à la fin du pilote, donc en 2018, s'est posé la question, mais quel acteur pourrait porter finalement cette démarche self-data? Et notre intuition a été que, alors pour le coup, je ne pense ne pas pouvoir... Ouais, je sais pas. C'est pas grave, je vais continuer. Donc, notre intuition a été que les villes pouvaient être l'acteur au cœur de cette démarche de l'implémentation du self-data. Pourquoi? Parce que, comme mes collègues l'ont souligné, la ville est un lieu de émission, de captation de données personnelles. Donc, les villes, en tant qu'institutions, sont détentrices de données. C'est aussi des acteurs qui ont l'habitude de coordonner des projets avec un écosystème d'acteurs multiples et aussi des institutions qui ont la capacité de dialoguer avec les citoyens, de les inclure en fait dans cette démarche. Et c'est là en fait tout le cœur finalement du self-data, c'est centré sur l'individu, sur le citoyen. Et donc avec 3 villes en France, on a commencé à travailler autour donc du self-data territorial, La Rochelle, Nantes et Lyon, pour explorer en gros à quoi ça ressemblerait, en fait, quel animal ce serait si on devait implémenter le self-data sur ces territoires. On a regardé ce qui se passait à l'étranger, donc on pouvait le voir sur cette carte. Il y a énormément de choses qui se passent en termes de données personnelles et de villes. Je donnerai 2 exemples que vous connaissez certainement. Donc Barcelone, qui est vraiment une ville pionnière qui travaille depuis des années sur justement le retour, ou en tout cas la mise à disposition des données personnelles à disposition des citoyens. C'est vraiment une démarche dans un esprit de re-questionnement finalement de la citoyenneté et plutôt, on va dire, un côté très démocratie participative. Il y avait un autre projet qui était censé se faire à Toronto. C'était plutôt une visée de re-questionner la confiance dans la ville, entre la ville et les citoyens, en remettant les données personnelles à leur disposition dans un Civic Data Trust. Mais ça ne s'est pas fait. Une des raisons pour lesquelles ça ne s'est pas fait, je pense qu'il y en a beaucoup, c'est l'implication de Google dans le projet. Donc ça
vraiment soulevé beaucoup de questions et le projet a été récemment abandonné. Donc, il y a des choses qui se font. Certaines rencontrent un succès assez important. Vraiment, Barcelone en fait un travail incroyable. D'autres pas. Et je pense que c'est vraiment ça questionne finalement les parties prenantes. Donc, lorsqu'on a une plateforme comme Google qui incarne finalement ce modèle de captation des données personnelles pour X raisons et usages, mais plutôt pour on va dire au profit de Google finalement, le fait de l'avoir dans un projet pareil, ça ne facilite pas la mise en place de ce projet-là. Bref, donc on a regardé ce qui se faisait et on a exploré en fait avec les 3 villes en France que j'ai citées à travers finalement 3 phases, une première phase d'exploration et de sensibilisation, une seconde phase de prospective et une troisième phase de construction du récit. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Bien sûr, pour travailler sur le self-data territorial, il faut d'abord expliquer ce que c'est, expliquer aussi les enjeux du sujet des données personnelles. Et exploration, c'est exploration des pistes de l'action publique de la ville elle-même. C'est-à-dire si on veut vraiment, faire en sorte que la démarche self-data ait une quelconque utilité, il faut qu'elle soit liée à ses priorités. Quand on dit la ville, il y a énormément de choses qui se passent en fait en ville. De la santé, de l'éducation, de la mobilité, il y a vraiment beaucoup de choses. Et finalement, si on ça serait trop gros d'explorer tout en même temps. Donc, il fallait vraiment partir de quelle est en fait la priorité du territoire pour explorer avec eux comment est-ce que le self-data pourrait être mis au service de cette priorité. Et donc, avec La Rochelle, on a travaillé sur les questions de mobilité, comment le self-data pouvait venir et aider à répondre aux défis de mobilité. La Rochelle est un territoire qui vise à être un territoire zéro carbone. Donc voilà, c'était dans cette perspective-là. Avec Nantes, c'était plutôt autour de l'énergie et de la consommation locale. Et avec le Grand Lyon, c'était autour des services administratifs. Comment simplifier l'accès aux services administratifs aux citoyens à l'aide de leurs données personnelles. Donc, on a finalement exploré les modèles de gouvernance que ça a impliqué, les cas d'usage, et on a construit ces récits. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder le livrable Self-Data Territorial qui est sur le site Mes Infos. Donc, ce livrable, on l'a conçu comme un kit pour outiller ces villes-là et toutes les villes qui souhaitent explorer donc la démarche Self-Data Territorial. Pour cette année, on part sur la rédaction d'une feuille de route pour l'implémentation du Self-Data à l'échelle européenne, parce que il n'y a pas que en France que ça se passe, il y a énormément de choses qui se passent à Amsterdam, à Helsinki, et l'idée c'est vraiment d'essayer de se regrouper pour construire une feuille de route et pouvoir finalement avoir un impact un peu plus fort que si on faisait les choses un petit peu dans notre coin en France. Voilà, donc on fait une sorte de diagnostic terrain avec ces villes pour comprendre comment ça se passe aujourd'hui en termes de données personnelles et en termes de self-data pour justement construire les moyens, les conditions pour l'implémentation du self-data. Merci beaucoup, c'est très intéressant parce qu'on voit d'une part Cécile Maisonneuve qui vous décrivez une posture de consommateur et de recherche du confort et de passivité face à la donnée, et vous menez une démarche qui essaye qui part de l'extrême opposé et qui essaie de mettre le citoyen vraiment au centre. C'est un peu ça, mais ce que ma collègue a dit est tout à fait vrai. En fait, nous, quand on a expérimenté avec le projet Mes Infos, un des plus grands, des enseignements les plus importants, c'est que, le sujet des données personnelles reste quand même un sujet d'expert. Le grand public ne s'intéresse pas, ou en tout cas, c'est pas un sujet qui intéresse beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'il y a une certaine complexité, ou en tout cas une perception de complexité du sujet qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment la priorité numéro 1 pour le grand public. Quand on met les données à disposition des individus, finalement, ce qui compte vraiment, et nous, on a vraiment pu le voir à travers, par exemple, les plateformes, les services qu'on a mis en place, c'est la simplicité d'utilisation, la facilité d'utilisation.
on est parti en fait nous d'une hypothèse où si les gens sont préoccupés, ils vont vouloir regarder quelles données telle ou telle entreprise a sur eux, ce qu'ils font de leurs données, etc. Finalement, non. Finalement, on est dans un usage qui est assez similaire finalement aux usages que nous avons déjà, parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qui se rapproche le plus. C'est des applications, des services, mais en même temps, on peut les construire avec les individus pour mieux comprendre leurs attentes et pouvoir mettre à leur disposition des services de réutilisation qui permettent le contrôle, la gestion des données, la protection des données de la vie privée, mais en même temps qui ont une utilité dans le quotidien de ces individus citoyens. Merci. Alors justement, du coup, on cherche des services et il y a des usages qui se développent pour l'utilité au quotidien. Mais malgré tout, vous avez cité beaucoup d'initiatives et d'usages et d'acteurs déployés aujourd'hui en termes de services qui sont des acteurs privés. Une des questions qu'on peut se poser, notamment au travers de la démarche que vous menez et du fait qu'on cite des villes qui commencent à expérimenter ou à déployer des choses, c'est maintenant comment, face à une prise en main par l'intérêt privé, on peut utiliser ces données pour l'intérêt collectif et général. Comment, pour la ville peut s'emparer de ces sujets et puis développer ses propres services et ses propres outils. Et puis, puisqu'on est, on est dans le festival Building Beyond et à Léonard, on s'intéresse beaucoup au futur des métiers de la ville. À quel métier ça correspond pour les villes de s'emparer de ces usages et ces services-là? Isabelle Barro-Serfati, sur le futur, la manière comment pour l'intérêt général, les villes s'emparent de ce sujet. Alors, peut-être avant de savoir comment les villes s'emparent, c'est en quoi ces services peuvent être d'intérêt général. Et après, la question, ça sera, est-ce que effectivement, il faut des modes particuliers de coproduction publique-privée pour qu'ils soient d'intérêt général? Donc, sur la question de comment ces services peuvent être d'intérêt général, je vais prendre deux exemples, un qui est déjà là et puis un qui est plus de l'ordre du signal faible, plus prospectif. Le premier qui est déjà là, c'est autour de la question du temps réel pour optimiser le fonctionnement des villes. Et cette question du temps réel, ça me paraît être quelque chose de très important. Et alors, on le trouve dans plein d'exemples. L'exemple que je vais citer, c'est un exemple qui existe actuellement aux États-Unis et au Canada, qui devrait arriver en France, mais tout doucement, qui est la question du curb management, le management de la bordure de trottoir. Hein, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une explosion des usages de l'espace public. Et ces usages de l'espace public, ils se concentrent notamment sur le trottoir et sa bordure. Et la borde de stationnement, donc c'est ce qu'on appelle le curb, hein, on va dire la bordure de trottoir. Et comme cet espace, il est limité, il est rare, eh bien, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour permettre d'ajuster l'offre et la demande de cette bordure de trottoir. Et le curb management, ça consiste précisément à numériser tous ces espaces sur la bordure de trottoir, mais également leur utilisation, qui est dessus, est-ce qu'il y a une voiture garée, est-ce que il y a une borne de recharge, quelles sont les configurations physiques, par exemple, du trottoir, de telle sorte, et de vendre ces informations aux opérateurs, par exemple, de VTC ou de micromobilité, et aux personnes qui sont dedans. Par exemple, si demain, un opérateur de VTC doit déposer une personne handicapée, ben, ça sera plus intéressant pour la personne handicapée de pouvoir sortir de son VTC là où il n'y a pas d'escalier, par exemple. Et donc, la question derrière ça, c'est cette question donc de l'appariement en temps réel entre une offre très précise de bordure de trottoir et une demande de bordure de trottoir. Et ça pose la question, mais j'imagine qu'on y reviendra dans le troisième temps, de qui l'opère. Et puis, et ça renvoie aussi à des expérimentations qui avaient été menées en matière de mobilité sur le péage positif. L'idée de dire, pour éviter la saturation, on pourrait rémunérer les personnes qui renoncent à se déplacer ou qui diffèrent leur déplacement. Donc ça avait été mis en place à Rotterdam, puis à Boulogne et ici. On pourrait demain imaginer qu'en temps de Covid, alors c'est un peu trop, mais d'une certaine manière, en fait, qu'il y ait une incitation à certaines personnes pour qu'elles ne fréquentent pas l'espace vert au moment où il est très fréquenté. Et puis le deuxième exemple qui est peut-être plus prospectif, je l'ai découvert là tout récemment, la semaine dernière. Alors peut-être ceux qui aiment Roger Federer sont déjà au courant, mais vous avez une société suisse qui s'appelle On Running, qui en fait propose aujourd'hui une chaussure de sport sur abonnement. Et forcément, en fait, la
plupart des piétons ont des chaussures. Enfin, c'est peut-être pas toujours vrai, mais c'est quand même assez fréquent. Et du coup, je trouve que ça ouvre la voie à ces réflexions qui, pour le coup, sont très présentes de la ville sur abonnement. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui sont sur abonnement. Et la question, c'est est-ce que finalement, demain, cet opérateur qui propose une chaussure sur abonnement, alors d'ailleurs, les motifs sont intéressants. L'idée, c'est de dire, finalement, ça permet à chacun d'avoir à tout moment une chaussure en bon état et ça lui coûtera pas plus cher, au contraire, que d'en acheter une à chaque fois. Et puis, ça permet de favoriser l'économie circulaire parce que derrière, on va organiser le process pour permettre que cette chaussure qu'on va récupérer puisse être recyclée, en fait. Et donc, cet acteur, cette société qui propose en fait ces chaussures de sport sur abonnement, on pourrait imaginer que demain, ça soit couplé avec une offre, par exemple, de transport public sur abonnement, une offre de mobilité sur abonnement. Et ça pose cette question des bouquets de services, avec qui les opère et au bénéfice de quel citadin. Merci. Peut-être pour rebondir là-dessus, Antoine Courmont. À Paris, on a beaucoup expérimenté. Vous avez suivi les projets qui ont pu avoir lieu, et puis même de manière plus générale, comment pour l'intérêt général les villes peuvent s'emparer de ces sujets de traces numériques. Alors oui, moi aussi j'ai deux exemples. Le premier qui est avant de revenir sur Paris, je voudrais plutôt voyager, et plutôt pas forcément un intérêt général qui est pas forcément celui porté par la municipalité, puisqu'encore une fois, l'intérêt général est aussi l'objet de lutte et de définition, et il évolue dans le temps. Et là où la place de la société civile était très importante, et un exemple qui illustre aussi cette recomposition de ce que j'appelais tout à l'heure le pouvoir sémantique, la capacité à représenter la ville, où au Brésil, à Rio de Janeiro, donc vous savez qu'il y a beaucoup de favelas, d'habitats informels qui sont maintenant du coup là présents depuis plusieurs décennies. Et en fait, ces habitats n'ont pendant très longtemps pas vraiment été reconnus par la municipalité, et ils n'ont pas été reconnus, ils n'ont pas été non plus représentés, donc ils n'ont pas été cartographiés, et en quelque sorte, en refusant de les cartographier, les pouvoirs publics refusaient de les légitimer. Donc il y a quand même plusieurs millions d'habitants qui vivent dans ces quartiers, et donc il n'y avait pas de carte, ils n'existaient pas, quoi, ils étaient complètement invisibles. Et il y a quelques années maintenant, il y a eu un projet porté par une association locale en partenariat avec Google pour cartographier ces quartiers et les représenter sur Google Maps, avec aussi Google Street View, des photographies, etc. Et donc, alors là, c'est une association particulière entre une association, la société civile et des habitants et une entreprise privée, ici Google, qui perçoit tout à fait son intérêt, notamment commercial. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça leur a donné une légitimité, une reconnaissance, une représentation qui, pour la première fois, en fait, on était capable de représenter ces quartiers et ces favelas. Et cette représentation, elle est contrer l'absence de représentation publique de ces quartiers. Vous avez la même chose aujourd'hui, le même type d'initiative là dans le cadre de la mobilité dans pas mal de villes du Sud où il y a beaucoup de transports informels et des initiatives portées par des ONG, des associations pour produire des données de mobilité en association avec les habitants et donc encore une fois de produire une contre-représentation qui pourrait s'opposer à la représentation officielle. Autre exemple dans le même cas, les capteurs environnementaux où vous avez qui sont l'objet de grosses luttes sur la mesure de l'environnement, de la pollution sonore ou atmosphérique, et où de plus en plus de citoyens, par le biais d'autres types de capteurs, proposent d'autres types de mesures par lesquelles ils peuvent se mobiliser pour faire évoluer le problème. C'est ce que certains sociologues ont appelé le stat-activisme, l'idée de lutter avec les statistiques, lutter avec les nombres. Donc ça, c'était une première catégorie d'exemples, plutôt portée par la société civile. Le deuxième catégorie, c'était effectivement ici à Paris, place de la Nation, où la mairie de Paris a expérimenté en amont du réaménagement de la place, qui s'est achevé il y a un an à peu près. L'idée de ce réaménagement, c'était de favoriser les modes doux, de réduire la place de la voiture et de favoriser les modes doux, donc piétons, vélos, etc. Et pour cela, en fait, ils se sont assez rendus compte qu'ils avaient quand même assez peu de données initiales sur les modes doux en ville. On a beaucoup de données sur le trafic automobile parce que depuis une quarantaine d'années, on construit nos villes autour de la voiture. Par contre, on a très peu de données sur les modes doux.
Quand vous voulez faire un réaménagement, c'est quand même pas mal de savoir en fait qu'est-ce qui existe déjà, comment les gens pratiquent la place et est-ce que notre réaménagement va encourager ou pas cette pratique. Et donc, ils ont expérimenté en partenariat avec Cisco et plusieurs startups la mise en place de capteurs qui visaient justement à mesurer ces modes doux pour essayer de les prendre en compte pendant le réaménagement. Et donc c'est très intéressant parce qu'en fait derrière ce discours il y avait également toute une volonté d'avoir de nouvelles formes de participation qui est du coup une participation très passive des usagers mais qui soit alternative ou alors complémentaire aux participations traditionnelles dans les processus de réaménagement urbain qui passent notamment par les concertations locales avec des associations de quartier, etc. Et pour certains élus parisiens, cette idée de se dire que en fait on allait pouvoir, grâce au big data, grâce aux capteurs, représenter la minorité silencieuse de la ville pour l'opposer notamment à la majorité silencieuse pour l'opposer à la minorité active qui se mobilise dans les processus de concertation. Donc, in fine, c'est beaucoup plus compliqué que ça, notamment parce que ça demande un certain nombre d'expertises pour utiliser ces données. Mais cette idée qu'on pourrait se passer d'intermédiaires et que la donnée, le big data, pourrait être une forme de représentation urbaine est intéressante et on la retrouve dans pas mal d'initiatives, ce qui pose d'énormes enjeux en termes de démocratie et de représentation démocratique. Merci. Alors, on voit que la société civile peut se saisir de ces opportunités d'utilisation des données, les collectivités aussi. Mais Cécile Maisonneuve, moi, j'aimerais vous interroger sur cette question de comment les villes peuvent s'en emparer sur le sujet de la gestion de crise. Et on peut penser notamment que il est d'intérêt général de lutter contre la pandémie. Et pourtant, ça n'a pas été aussi simple en France que par ailleurs ou que sur d'autres sujets ou services qu'on a vu d'utiliser ces traces numériques pour lutter contre le Covid. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots là-dessus? Alors oui, effectivement, moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'en ce moment, on a finalement un cas en live de ce que pourrait être une utilisation de données personnelles et parmi les plus sensibles, puisque ça concerne ce sont des données de santé pour l'intérêt général, et c'est toute la question en fait des données liées au traçage dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Donc je rappelle, en fait, on sait aujourd'hui qu'il y a 3 volets pour lutter contre la pandémie. Il y a la distanciation, donc ça, on en parle et on le fait tous les jours. Et là, je pense que les villes se sont parfaitement emparées du sujet puisque elles sont dans leur domaine d'excellence, à savoir la gestion de l'espace public. Il y a le test. Bon, là, elles sont moins concernées. Et puis, il y a le traçage. Et là, ce que je trouve assez frappant, c'est que dans le cadre notamment des débats autour du scope Covid, et je reviendrai par la suite sur ce sujet, qui en France est un échec. L'application n'est quasiment pas téléchargée, y compris par les autorités qui la promeuvent par ailleurs. Eh bien, moi, je suis surprise du silence total des villes sur le sujet. C'est un sujet qui est considéré comme étatique, qui a été géré par l'État, certes, mais aujourd'hui, alors que on a beaucoup de polémiques sur le lien entre les villes et l'État, le pouvoir central, sur les mesures d'interdiction, pas d'interdiction, je suis très frappée qu'on a complètement évacué ce sujet du côté des villes, alors même que par ailleurs, on nous parle beaucoup de Smart City. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'un signal faible ou même assez fort était le fait que le sujet de la Smart City était totalement absent des élections municipales. Et finalement, on peut se demander quel est le statut de la Smart City dans l'organisation et les systèmes de pouvoir des villes. Mais je trouve que c'est un paradoxe éminent aujourd'hui de ne pas voir les villes soit faire de la pub, soit dire, écoutez, nous, on va prendre le relais, vous n'avez pas confiance, et je reviendrai dans la suite du débat dans cette application, mais nous, villes, on prend le relais et voilà comment on va faire. Donc ça je trouve c'est assez intéressant de constater ça. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est comment, pour le coup, certaines villes ont fait l'inverse et ont utilisé, me semble-t-il, de manière intéressante les données, alors non pas tant pour le traçage, mais pour précisément ce sujet de distanciation. Et là, je pense ce qu'a fait Singapour est particulièrement intéressant
quand donc Singapour, il n'y avait pas de confinement généralisé, mais ils se sont associés avec, d'une part, l'agence qui gère le parc, donc une agence publique, mais aussi avec des acteurs privés, les gestionnaires, par exemple, de bureaux de poste, de supermarchés, pour mettre au point un système qui permettait d'avoir en temps réel la fréquentation des parcs, des bureaux de poste ou des supermarchés. Ce qui fait que là, je trouve c'est intéressant parce que c'est une mise à disposition des données, de données anonymes pour les citadins et en fonction de leur niveau de vulnérabilité, de leur goût du risque ou de leur état d'anxiété, c'est eux qui étaient mis en situation de prendre la décision d'aller au supermarché ou au parc à telle ou telle heure, selon ce qu'ils voyaient des heures d'affluence en ce moment. Et puis il y avait aussi l'application permet aussi de regarder la dynamique dans la semaine passée, ce qui fait qu'ils peuvent programmer finalement les moments où ils vont sortir et se trouver confrontés aux autres. Donc ça, je trouve que c'est une excellente application d'intérêt général. Juste pour conclure sur ce qu'on disait tout à l'heure sur finalement intérêt général et par rapport à l'exemple que j'ai développé en première partie sur l'énergie, en l'occurrence tous ces exemples que je vous ai donnés sur la gestion finalement d'un bouquet de services et de produits de la transition énergétique par des startups, ben, il me semble que là où l'intérêt privé rejoint l'intérêt général, c'est que déjà ça crée de la concurrence et que on ne réussira pas une transition écologique de cette ampleur sans créer des concurrents aux acteurs historiques. Donc ça, c'est important. Et puis, deuxièmement, à travers en fait toutes ces offres derrière, alors la plupart des citadins s'en fichent totalement, mais c'est important. Ça permet de gérer la stabilité du réseau électrique, qui est quand même éprouvé par la coexistence d'énergie intermittente et de moyens de base, et donc de switcher très très vite, et puis aussi d'éviter les consommations pour les pays que ça concerne à des moments où l'énergie produite est particulièrement carbonée, quand on est dans des 400 ou 500 grammes de CO2 par kilowattheure produit, comme ça a été le cas la semaine passée en Allemagne. Merci. Oui, merci beaucoup, Cécile Maisonneuve, pour ce retour. C'est intéressant de voir comment certaines villes ont su s'approprier ce sujet à l'international. Alors, vous, Sarah Medjak-Kalafing, vous avez travaillé avec des villes, vous en mentionniez 3, sur ces sujets. Comment est-ce que ça se passe pour qu'une ville s'approprie ces projets? Comment vous y prenez? Quels métiers sont impliqués là-dedans? Et puis, n'hésitez pas aussi à rebondir sur les propos qui viennent d'être tenus. Alors, en fait, à la FING, on adopte sur finalement tous nos projets une posture d'accompagnement. On a toujours cette phase où en fait on explore et puis on essaie de construire avec les villes et surtout avec les partenaires territoriaux des villes, donc des entreprises comme La Poste, comme Enedis, donc tous ceux qui sont des fournisseurs finalement de services en ville et qui captent des données. En ce qui concerne Self-Data Territorial, comme je vous l'ai dit, on est vraiment parti tout d'abord par la compréhension de ce que ces villes cherchaient à faire, à accomplir, pas forcément en lien dans un premier temps avec les données personnelles, mais de manière générale, quelles sont leurs priorités pour construire une stratégie qui est en lien, pour finalement que ce soit utile. En ce qui concerne, peut-être juste pour répondre à la question que vous posiez sur la crise, cette année, nous, on s'est vraiment posé la question du est-ce que le self-data peut aider à répondre à ces différentes situations de crise. Et par exemple, avec La Rochelle, on a travaillé non pas sur l'aspect sanitaire de la crise, mais pour ce que ça engendre, et notamment sur la question de la mobilité. Et donc, l'idée, c'était explorer comment est-ce que le self-data allait pouvoir aider la ville à répondre à ces enjeux de transport. Parce qu'en fait, quand on a travaillé dessus, c'était en juin, il y avait énormément d'inconnus sur la fréquentation, sur est-ce que les mesures de distanciation vont être maintenues, mais aussi tout ce qui est en termes de mobilité douce, parce qu'on a vu une explosion de l'utilisation des vélos, mais aussi le recours à de la marche à pied et surtout à la livraison. Et donc, se poser la question de ces mobilités
ce sont mes mobilités, mais elles sont faites par d'autres. Parce qu'en fait, on va se faire livrer de plus en plus de choses. Ce sont du coup un comportement dont je suis à l'origine, mais c'est pas moi en fait qui va effectuer le transport, c'est pas moi qui vais me déplacer. Donc comment est-ce que les données que quelqu'un d'autre finalement va engendrer en se déplaçant et tout, disent surtout des choses sur moi? Donc, comment est-ce qu'en fait on pouvait avoir accès à ça? Comment on pouvait les intégrer? Donc, se poser toutes ces questions qui finalement n'étaient pas tout à fait nouvelles, mais étaient accentuées par la crise du Covid. Et donc, pour répondre à la question de comment ça se passe, il faut vraiment passer par la case expérimentation. Quand on travaille sur le self-data, il y a tellement de choses en fait auxquelles qu'il faut mettre en place des impératifs techniques, juridiques, de la médiation, de la culturation. Il y a énormément de choses. Donc, passer par la case expérimentation est très important parce que ça permet de tester, de clarifier, de répondre à un certain nombre d'impératifs, mais aussi de savoir finalement qui est-ce qu'on mobilise. Et en termes de self-data, et ça vous pourrez le retrouver dans notre kit, en fait, dans une entreprise ou dans une institution comme, je ne sais pas, la métropole de Lyon, par exemple, ou autre ville, territoire, agglomération, ça mobilise vraiment différents services. Ça va des systèmes d'information, parce que c'est eux qui vont aider finalement déjà à identifier les données personnelles, puis construire les canaux pour restituer la donnée personnelle, s'assurer qu'on restitue la donnée personnelle à la bonne personne et qu'on ne se trompe pas. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qui paraissent simples, mais qui demandent énormément d'efforts, de temps et quand même démarches auprès de différents acteurs. Il y a la partie tout simplement, on va dire, marketing de la chose, parce qu'en fait, il faut donner envie aux agents de la ville, mais aussi aux citoyens de travailler, donc une partie marketing, communication, etc. Il y a la partie innovation, parce que tout ça, c'est en lien avec les innovations que la ville est en train de mettre en place. Et surtout, il faut trouver, c'est souvent pas forcément au sein même des services de la ville, mais en tout cas un partenaire qui puisse jouer le rôle de médiateur avec les citoyens, pouvoir les approcher, pouvoir initier le dialogue avec eux, les sensibiliser, les acculturer, pouvoir aussi avoir leur retour. Donc vraiment, ça demande un écosystème assez divers, et aussi pour les métiers que ça mobilise, en dehors des services même de la ville, ça mobilise un écosystème de réutilisateurs. Donc, les réutilisateurs, ce sont les startups, les entreprises qui vont proposer des services de réutilisation. Parce que finalement, sans ça, juste restituer les données personnelles, ça n'a aucun sens. Les gens c'est pas ce qui les intéresse. Regarder les données, déjà, qu'est-ce qu'ils vont y comprendre, et puis regarder les données pour juste le contrôle, c'est juste un aspect. Après, il y a la partie vraiment pouvoir être acteur, et donc ça passe par la possibilité d'en faire quelque chose qui a de la valeur. Merci beaucoup. Effectivement, ça expliquerait peut-être quelque chose qui est revenu dans vos différents propos, qui est de dire qu'au final, c'est pas un sujet en soi, et c'est du coup pas perçu comme les citoyens et les électeurs comme un sujet en soi dans les élections municipales, mais bien l'affaire de tous les métiers et de tous les sujets potentiellement des villes de manière plus transversale, ce qui expliquerait cette situation et cette appropriation de ces sujets de traces numériques. Alors maintenant, et vous l'avez abordé tout du long de la table ronde, pour conclure cet échange, peut-être qu'est-ce que vous faites comme analyse de l'impact de ces transformations sur les différentes parties prenantes de la construction de la ville de demain en général, puisque vous parliez de start-up, de grands groupes, d'associations, de sociétés civiles. On voit bien que chacun se saisit de ces sujets. On a parlé beaucoup de services privés. On a parlé de ce sujet qui a beaucoup fait parler de lui à Toronto avec Google, une filiale d'Alphabet, en tout cas Sidewalk Labs, qui voulait répondre et prendre une place
différente d'aujourd'hui dans la conception et la gestion d'un quartier. Voilà, quel est l'impact de ces transformations et qui opérera ces sujets demain? Isabelle Barraud-Serfati, si vous voulez commencer. Merci de la manière dont vous avez formulé la question, parce que quand vous avez décrit le fait que justement on avait parlé de plein d'acteurs très différents, très hétérogènes, en fait, vous êtes précisément en train de décrire ce qu'est un écosystème, en fait. Et c'est l'idée qu'aujourd'hui, les services urbains, ils fonctionnent de plus en plus sous la forme d'écosystèmes. Donc, c'est quoi? C'est des acteurs de nature hétérogène, des Google et puis une association, ou des grands groupes historiques et des nouveaux entrants. Donc, des acteurs très hétérogènes, mais interdépendants. C'est-à-dire que ces acteurs, pour fonctionner, ont besoin des autres. La deuxième caractéristique, c'est qu'on a un brouillage entre ces acteurs publics et ces acteurs privés, et services publics et services privés. Alors, ça a été dit à travers les différents exemples qui sont là. C'est peut-être l'exemple le plus emblématique, c'est autour de la mobilité qu'on dit maintenant as a service, parce que justement, il s'agit pour l'usager citadin de pouvoir combiner des offres de transport public opérées par la RATP ou un Keolis ou un Transdev ou une collectivité en régie, avec des offres de micromobilité, du transport personnel, de l'autopartage. Et donc, voilà, il y a ce brouillage entre public et privé. Et puis, également, la troisième caractéristique, et là aussi, c'est quelque chose qu'on constate, c'est vraiment à quel point ces acteurs, ils sont très incertains et très évolutifs, en fait. Et ça, c'est aussi beaucoup lié, alors sans doute au contexte d'incertitude un peu général, même avant le Covid, mais aussi au fait que les nouveaux acteurs du numérique, en fait, de par leur modèle économique, sont avec ces enjeux de massification. À un moment donné, quand ils commencent à croître, ils peuvent croître très vite, mais à l'inverse, ils peuvent aussi décroître très rapidement. Et donc ça pose un vrai défi aux collectivités locales, qui est comment gouverner ces écosystèmes d'acteurs très, très disparates. Et parce que, clairement, on ne gouverne pas des écosystèmes de la même manière qu'on gouvernait traditionnellement les services publics, avec soit que des acteurs publics, soit quelques grands acteurs privés, mais qui s'inscrivaient dans le cadre d'une relation très encadrée avec la collectivité, avec notamment, par exemple, les délégations de services publics. Donc voilà, là, il y a clairement un vrai défi autour de ça. Et puis, pour aussi rebondir sur la question des nouveaux métiers, donc j'évoquais tout à l'heure le management de la bordure de trottoir. Donc, il y a bien une dimension technique, en fait, pour permettre cet appariement entre une demande et une offre de trottoir. Mais derrière, il y a surtout une question d'arbitrage politique. C'est qui doit avoir accès à cet espace-là, à quel moment et selon quels critères, en fait. Et cette question de l'arbitrage politique, elle pose effectivement des questions qui sont aujourd'hui pas forcément complètement résolues et qui doivent amener les collectivités à se saisir pleinement de ces questions. Merci. Alors, peut-être pour rebondir là-dessus, Antoine, comment vous travaillez, vous avez beaucoup travaillé sur, en tout cas, moi, des sujets et une manière de le formuler que j'aime beaucoup, le passage de la donnée comme instrument comme objet politique, l'impact sur ce que vous nommez gouvernement urbain, pour revenir sur gouverner ces sujets-là. Comment est-ce que vous analysez l'impact de tout ça sur un peu les jeux de pouvoir en ville? Et puis l'administration, enfin voilà, les parties prenantes en ville. La question est large, hein, donc on va pouvoir répondre dans tous les aspects pendant ce laps de temps. Mais moi, je voudrais aussi prolonger un peu ce qu'a dit très justement Sarah sur. On parle beaucoup de big data comme si les données étaient déjà là et facilement utilisables. Or, c'est pas du tout le cas, et il y a tout un travail qui est nécessaire, qui est très important, et qui font en fait les données faut les produire, faut les collecter, elles sont sales, il faut les nettoyer, les traiter, etc. Et il faut un peu sortir d'un discours autour des promesses du big data ou alors autour des craintes autour du big data, parce que très souvent on en est très loin de ça, et ça produit pas du tout ce que c'est censé produire, que ce soit positivement ou négativement. Donc j'en viens à votre question pour y répondre, surtout dans ce prolongement de cet impact en termes de sociologie du travail et d'impact notamment sur les métiers urbains et de recomposition de pouvoir, puisqu'on parle beaucoup très justement de la question des écosystèmes avec les acteurs privés,
les acteurs publics et la société civile. Il y a aussi des recompositions de pouvoir qui sont un peu moins visibles, mais qui se jouent en interne aux administrations avec cette question de la donnée, de la circulation des données. Là, je voulais prendre un exemple qui est l'application Dans ma rue, qui a été développée par la ville de Paris pour signaler tout désagrément sur l'espace public afin que les services municipaux interviennent. Donc, j'ai un doctorant qui a fait son mémoire de recherche là-dessus, Jean-Baptiste Chambon. Donc, je m'appuie sur ces résultats et en fait, c'est très intéressant parce qu'il montre que cette application, qui est vendue comme une forme de participation de l'usager à la maintenance de l'espace public par la ville de Paris. En fait, elle inclut plein de recompositions de pouvoir internes à la ville, recomposition de pouvoir entre la mairie centrale et les mairies d'arrondissement qui avaient avant une connaissance, une expertise de terrain pour faire remonter ces informations, recomposition de pouvoir aussi entre le secrétariat général de la ville et les directions métiers opérationnels. Donc, par ces données, le secrétariat général est capable d'avoir une vision en temps réel ou quasi temps réel de l'efficacité des services et recomposition de pouvoir au sein des directions opérationnelles entre les directions et les équipes dans les différentes subdivisions territoriales qui interviennent. Et donc, cette donnée, en fait, qui est produite, elle est très critiquée parce qu'elle impacte directement les métiers et l'organisation interne à la ville de Paris. Et il y a quelque chose qui est aussi très intéressant autour de cette donnée qui représente aussi une nouvelle forme d'expertise, de connaissances sur l'espace public, c'est que si on pousse jusqu'au bout, et c'est ce qui est voulu par certaines personnes au sein de l'administration parisienne, en fait, ça implique une politique de maintenance urbaine qui est totalement différente, puisqu'avant, on est plutôt dans une logique de planification. Donc, vous savez que vous avez telle voirie que vous allez devoir refaire à tel intervalle ou etc. sur l'organisation de votre maintenance. Et maintenant, on est plutôt dans une logique qui coexiste, mais de réaction. C'est-à-dire qu'un usager va signaler des débris ou un nid de poule et il faudrait que les services municipaux interviennent tout de suite. Et en fait, en termes d'impact sur les métiers, c'est très différent et c'est pas facile à faire coexister ces deux manières qui sont potentiellement tout aussi légitimes de gouverner la maintenance urbaine. C'est très intéressant. En plus, à l'heure où sur ces sujets-là, on entend beaucoup parler de maintenance prédictive quand on parle de big data et de maintenance pour demain, quoi. Et en fait, on voit que ça peut aller dans le sens inverse dans ces cas de figure. Peut-être, alors je suis désolé, je garde un peu un côté linéaire sur cette table ronde, mais ça nous aide à nous synchroniser à distance et en physique. Cécile Maisonneuve, vous avez beaucoup travaillé à la Fabrique de la Cité sur ces sujets d'impact en termes de gouvernance et d'organisation des villes. Comment est-ce que vous voyez les choses sur cette transformation et qui opérera au final ces sujets dans la ville de demain? Je pense que le mot majeur, en l'occurrence, c'est le mot confiance. Parce que finalement, le ciment qui va permettre de réunir cet écosystème, de l'aligner, c'est la confiance. Et aujourd'hui, je pense que on est à un moment intéressant parce que on s'aperçoit que en matière d'utilisation des données pour fournir des services, on ne part pas d'une page blanche. On a un historique qui est, je le disais tout à l'heure, un historique national, et les villes viennent s'insérer dans un cadre où finalement, du point de vue du citoyen, il y a une continuité entre tout ce qu'on peut percevoir du sujet numérique dans notre vie, je veux dire, de citoyens français ou allemands, et dans notre vie de citadins parisiens, bordelais ou berlinois. Ce que je veux dire par là, c'est que pour continuer, par exemple, sur l'exemple que je prenais tout à l'heure sur Stop Covid, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie de ce contexte dans lequel est né et dans lequel s'est développé le sujet numérique, le contexte plus large que le contexte urbain. Si je reprends l'exemple de Stop Covid, c'est mal né et ça ne fonctionne pas parce qu'on a eu une conception extrêmement centralisée en France, qui était celle d'ailleurs au départ d'un certain nombre de pays européens, parce que c'était un projet européen. La Suisse était sur cette ligne, l'Allemagne, le UK, et tous, sauf la France, ont abandonné ce système centralisé, c'est-à-dire un grand serveur qui rassemblait les données, c'était ça centralisé,
au profit d'un système décentralisé en utilisant les API de Google et Apple. Et tous ont fait comme ça, sauf la France. Donc, en fait, la réalité a désigné le vainqueur. Et là où c'est intéressant, en plus, si on regarde un pays comme par exemple le UK, c'est que quand il a expérimenté, parce qu'il a expérimenté en France, on n'a pas expérimenté, alors que là, les villes auraient été un terrain d'expérimentation fantastique, de ce qu'étaient les prémices de cette appli avant de la lancer comme ça et de s'apercevoir que c'est un échec total avec seulement 2 à 3 millions de connexions en 3-4 mois, là où les Anglais ont fait en une semaine 6 millions de connexions. Ils ont expérimenté sur l'île de Wight ce système centralisé et ils ont vu que ça ne marchait pas. Ils l'ont expérimenté, après ils avaient expérimenté dans un borough de Londres et ils ont changé de pied. Et ils ont choisi un système très décentralisé. Et ça, qu'est-ce que ça dit en fait? Et ça, je trouve, c'est vraiment la manière dont c'est le corollaire du mot confiance. C'est que pour construire la confiance aussi, il faut être dans une certaine fluidité et un pragmatisme par rapport à cette manière dont on met en œuvre très concrètement les gouvernances de la donnée. Et à cet égard, je pense que les villes qui sont par nature beaucoup plus pragmatiques parce que ce sont des fournisseurs de services urbains et qu'elles ne peuvent pas ne pas être efficaces, sont d'excellents écosystèmes pour tester ces systèmes de gouvernance. Alors, et pour prendre un exemple très concret de l'application anglaise, non seulement elle est décentralisée, mais si elle est utilisée aussi, c'est parce que tout simplement, par exemple, pour aller à votre club de sport, vous avez obligation d'avoir l'application. Donc, on aurait très bien pu imaginer finalement que l'accès à un certain nombre de lieux considérés à risque plutôt que des purs régimes d'interdiction qui sont difficiles à accepter par une partie de la population, on ait des systèmes comme ça finalement où vous êtes incité à rentrer dans un mécanisme qui profite à l'intérêt général pour pouvoir profiter d'un certain nombre d'aménités. Alors là, c'est une aménité privée, c'est pas une aménité urbaine, mais on peut concevoir ça pour d'autres aménités. Et en plus, ajoutons que l'application fait le lien entre traçage et test, puisque à partir de l'appli, vous pouvez prendre un rendez-vous pour vous faire tester, ce qui est quand même assez cohérent. Et donc voilà, si on peut rêver tout, moi je rêverais qu'aujourd'hui, on change de pied sur cette appli, qu'il y ait une ville qui s'empare de ce sujet et qu'on mette en place un système qui correspond à ce qui me semble être aujourd'hui l'attente sociale. Alors, dernier point, je parlais de cette historique de la relation à la donnée qu'on a en tant que citoyen du pays et pas seulement citadin. Là aussi, je pense que chacun de nous doit aussi faire non pas son autocritique, mais aussi doit avoir ce travail un peu de réflexion sur ce qu'on veut et sur où on se situe dans ce paysage de gouvernance, parce que finalement, on fait partie du système. Le sujet de table ronde, c'est tous capteurs. Et là, il est peut-être temps qu'on sorte, nous, de ce qu'on appelle le paradoxe de l'Internet, où à la fois on s'expose beaucoup sur tout un tas de réseaux sociaux et en livrant des éléments extrêmement personnels. Et à côté de ça, on a une méfiance peut-être beaucoup plus forte que d'autres pays sur ce qui va être fait de nos données. Alors, la microéconomie explique parfaitement ça. Hein. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage intertemporel. Vous avez un gain immédiat en termes de notoriété quand vous ou de je ne sais quoi quand vous vous exposez, et le coût est aléatoire à moyen long terme. Donc on explique ce paradoxe de l'Internet, mais il est peut-être temps justement à travers ce sujet de la confiance et eh bien, on a prononcé le mot de voir comment on peut contribuer à l'intérêt général, de le dépasser, ce paradoxe. C'est quand même assez longtemps qu'on vit avec l'Internet, pour rentrer dans un système plus efficace, plus pragmatique et plus fluide qui aide finalement à accélérer, parce que je pense que on est aujourd'hui dans une phase de toute façon d'accélération d'un certain nombre de tendances, y compris des tendances digitales, et que ça nous aide à accélérer et finalement à vraiment co-construire ce système de données pour le bien-être urbain. Alors, on note bien l'appel à se saisir tous individuellement de ce sujet. Merci pour ce retour. Et du coup, pour terminer ce tour de table, Sarah Medjek, vous venez un peu changer déjà dans vos expérimentations ces rôles des parties prenantes et puis la manière dont les villes s'emparent de ce sujet. Alors, quel est votre point de vue général là-dessus sur
l'organisation des villes et les changements qu'on peut voir évoluer à l'aune de l'utilisation des traces numériques. Et aussi, j'ai envie de vous poser cette question spécifique. Pourquoi, au final, partout en France, les villes n'ont pas déjà adopté la self-data territoriale? Et est-ce que c'est ça le futur? Alors, en fait, j'ai l'impression que si j'essaie de répondre à votre question, je pars en fait du constat que au sein des villes, les pouvoirs ont justement déjà été modifiés par ces différentes plateformes où on parle très souvent de cet effet disruptif. Elles sont venues remettre en cause un certain nombre de pratiques de pouvoir depuis des années, donc des plateformes comme Waze, Airbnb, etc. Et donc en fait, à travers le self-data, il y a aussi cette volonté de remettre finalement les villes, quand elles vont travailler avec les citoyens, au cœur de la gouvernance. Et surtout de remettre les citoyens au cœur de la gouvernance, parce que ça aussi, il faut prêter attention au fait que jusqu'à maintenant, on a tendance un petit peu à avoir cette approche très le citoyen. C'est limite une approche paternaliste finalement. Le citoyen, on va récupérer ses données, on va traiter ses données, il faut peut-être aussi changer ce mode de fonctionnement et se dire que les citoyens peuvent et veulent, en fait, très souvent, prendre part à la réflexion, à la prise de décision. Mais faut-il encore mettre les conditions pour qu'ils participent? Donc ça, c'est vraiment très important comme aussi, quelque chose à laquelle il faut faire attention. Après, vous m'aviez posé la question de... il y avait une deuxième au partie. final, dans le prolongement de votre démarche, est-ce que le modèle de demain, c'est d'avoir ce self-data territorial développé dans toutes les villes? Et qu'est-ce qui freine aujourd'hui Alors, en fait, nous, c'est ce qu'on souhaite faire à travers cette feuille de route. C'est vraiment participer à l'implémentation du self-data partout. Ce qu'on constate, c'est que, et vous avez tout à fait raison de le dire, c'est que les villes aujourd'hui ne sont pas au même niveau de maturité sur le sujet. Vous allez avoir des métropoles comme la métropole du Grand Lyon, qui est aujourd'hui extrêmement avancée sur le sujet. Nous, on a travaillé avec eux depuis vraiment des années. Et aujourd'hui, la métropole de Lyon est en train de développer un cloud personnel pour le mettre à disposition des citoyens. On travaille avec Nantes, avec La Rochelle, qui sont développés sur le sujet, mais pas encore dans une phase, on va dire, d'industrialisation de cet outil-là et de mise à disposition aux citoyens. Et d'autres qui commencent tout juste à s'intéresser au sujet-là. Il y a d'abord, finalement, l'intérêt, on va dire, il y a le portage politique qui est très important. Et forcément ça, selon les villes, selon les représentants, selon les élus, ça n'est pas forcément le même portage politique et ça a un impact très important. Et surtout, c'est une question aussi de moyens. De moyens, c'est-à-dire la formation des agents, leur connaissance du sujet, des données personnelles, puis du self-data, et puis les moyens de développer une application ou un service technique, de pouvoir le mettre à disposition des citoyens. Et finalement, à travers cette feuille de route, nous, un de nos objectifs, c'est de se dire, en fait, en partant de ce constat de, voilà, on n'est pas tous, ou en tout cas les villes ne sont pas tous au même niveau, d'explorer aussi les pistes de mutualisation des efforts pour que les villes puissent apprendre les unes des autres, voilà, qu'il y ait un partage d'expérimentation et surtout qu'il puisse y avoir un partage d'efforts en termes de développement et de mise à disposition des services. Donc ça, c'est quelque chose de très important, mais encore faut-il qu'il y ait le portage politique. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Nous, on l'a vu au Grand Lyon, il y a un portage politique qui est très important, en tout cas qui l'était jusque-là, et on espère que voilà, ça continue sur cette même lancée. Après, je voudrais juste revenir sur ce que ma collègue avait dit concernant ce paradoxe. En fait, juste dire que c'est quelque chose qu'on entend très souvent, mais en même temps, c'est un peu dangereux parce que justement, ces entreprises, les GAFA, se posent exactement sur ce paradoxe-là pour nous dire, ouais, mais en fait, les individus, ils se disent qu'ils sont inquiets,
Mais ils continuent à s'exposer à Internet, à partager les données personnelles et tout. Et en fait, ils nous remettent un petit peu ce paradoxe comme une sorte de boomerang. Oui, mais en fait, c'est vous qui finalement, même si vous êtes inquiet, allez vous exposer sur Internet et tout. Et je pense que c'est là où en fait, il faut aussi être dans une démarche de construction des moyens à disposition des individus pour qu'ils puissent déjà comprendre de quoi il s'agit. Moi, je voudrais revenir sur la question du consentement qui aujourd'hui est un problème majeur en termes de collecte des données personnelles parce qu'on prétend que les données personnelles sont collectées avec le consentement des individus, mais à quel point c'est un consentement? Parce que on appuie sur oui au bout d'une quarantaine de pages auxquelles on comprend rien du tout. On a l'impression, en fait, on passe sur ce sujet, mais c'est vraiment, c'est clé pour la compréhension déjà de la relation finalement entre les individus et ces entreprises qui collectent nos données. Qu'est-ce que ça dit finalement du pouvoir et de l'équilibre finalement des pouvoirs entre les deux? Donc, il faut travailler aussi à mettre à disposition des individus des outils simples qui leur permettent de comprendre de quoi il s'agit et finalement de pouvoir agir et de peut-être sortir de ce paradoxe et qui finalement est très lié à la question de la confiance, mais pour construire des conditions de confiance, il faut aussi construire des conditions de transparence, de responsabilité, de qui est responsable de quoi et pourquoi. Et c'est beaucoup de travail, mais ça implique finalement d'impliquer les citoyens un peu plus, les citoyens ou les individus, mais en tout cas, voilà, nous qui sommes usagers, clients, consommateurs, etc. Merci beaucoup. Donc, est-ce que je peux répondre là-dessus, juste Quentin, c'est moi? ça va? Oui, juste une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit sur le paradoxe de l'Internet. Donc oui, effectivement, c'est un sujet qu'utilisent les GAFAM, mais n'oublions pas que sur ce sujet du consentement, on a aussi un sujet du côté de la puissance publique, en l'occurrence l'État. Je vais juste vous prendre un exemple. Dans la dernière loi de finances, l'an dernier, il y a une mesure qui a été prise permettant aux services fiscaux de collecter de manière massive des données à partir des réseaux sociaux. Et là, on est typiquement dans un cas de collecte déloyale, puisque quand vous avez donné votre accord précisément à Facebook, Twitter, LinkedIn pour adhérer à ces services, c'est pas du tout l'attente que vous aviez, que derrière il y a le fisc qui vient chercher. Donc je veux dire, dans ces pratiques de consentement non éclairé, il y a aussi, me semble-t-il, vu du point de vue d'un citoyen, un entrelac de responsabilité qui ne concerne pas que les GAFAM. Il y a aussi c'est pour ça que je parlais de cette historique d'un comportement de l'autorité publique qui prend des sources de données dans des conditions souvent d'ailleurs soi-disant temporaires. CF le nombre de mesures temporaires depuis la loi de 2001 sur les mesures de sécurité antiterroriste et qui sont définitives. Donc cette défiance-là, je pense qu'il faut pas la minimiser. Et derrière, quand on veut travailler sur la manière dont le citoyen peut saisir de tout ça, ne négligeons pas aussi cette historique-là. Donc, en tout cas, vous êtes tous d'accord pour dire que celui qui opérera ou qui sera la partie prenante principale dans l'opération de la ville de données de demain, ce sera l'acteur qui aura gagné la bataille de la confiance auprès des politiques et des individus aussi que vous appelez à se saisir de ce sujet. Alors, je vais juste vous rappeler à distance ou dans le public que vous pouvez maintenant, dès à présent, du coup, poser des questions à nos intervenants pour conclure cet échange. On a une dizaine de minutes pour ça. Est-ce que, à tout hasard, il y a une question dans le public? Oui. Bonjour à tous, Mathieu Lerondeau. Je travaille pour Léonard et pour la Fabrique de la Cité. Depuis qu'on parle de données et de données urbaines, alors le sujet est né finalement avec l'open data, on a l'impression. Et les villes ayant été enjointes en quelque sorte de livrer aux futurs services numériques urbains, une plateforme à la manière dont on offre
une plateforme avec, je ne sais pas, la voirie, les aménagements urbains. Il s'agissait d'offrir, en quelque sorte, à cette nouvelle économie tout un dispositif qui permettrait justement de développer de nouveaux services. Aujourd'hui, on est loin d'être dans le donnant-donnant, et si les villes ont beaucoup abandonné de leurs données et investi naturellement pour pouvoir les produire, elles peinent aujourd'hui à capter et faire usage à des fins bien évidemment d'intérêt général, donc des données qui sont générées par les services eux-mêmes. Il y a un exemple qui est connu, je suis arrivé un peu en retard, donc je m'excuse s'il a déjà été évoqué, mais c'est la plateforme MDS donc, qui a été créée par Los Angeles, qui au fond est rentrée dans une forme de rapport de force, je schématise bien évidemment, suggérant aux opérateurs de mobilité, type micromobilité, Uber, etc., qu'il leur faudrait livrer donc leurs données, une partie, une fraction de leurs données, pour une meilleure allocation de ces services à la ville, ou en tout cas à une fondation donc, qui est soutenue par la ville, pour pouvoir continuer d'opérer. Qu'est-ce qui, en France, empêche, retient les villes, les gouvernements locaux, entre guillemets, ou les régions, que sais-je, donc d'adopter cette même posture plus, disons, combative, qui, bien évidemment, donc permettrait sans doute de dénouer de nouveaux nœuds et de nouveaux usages, justement, de ces données. Qui veut se lancer là-dessus? Antoine Cormon, ouais. On peut donner déjà quelques éléments de réponse. Là, une première, ce qui est déjà une question de compétences, hein, puisque les collectivités françaises ont moins de compétences que les villes, notamment aux États-Unis, et donc du coup, elles sont tenues aussi de respecter la loi et le cadre national. Donc, il y a une logique d'abord d'évolution du cadre réglementaire à l'échelle européenne et ou nationale, puis après de mise en œuvre par les collectivités. Après, pour reprendre l'exemple des plateformes et de l'accès aux données des plateformes par les collectivités, c'est un très gros enjeu, hein, puisque sans ces données, vous n'avez pas de représentation du phénomène et vous êtes en énorme difficulté pour le réguler. Il se trouve que les villes maintenant peuvent avoir accès, à certaines données des plateformes, notamment Airbnb. Il y a eu une évolution législative et donc Airbnb et autres plateformes de logement de location de courte durée sont tenus de fournir tous les 2 fois par an tout un ensemble de données aux villes pour la régulation. Après, tout se joue aussi sur la manière dont elles vont les mettre à disposition et sur le format de mise à disposition de ces données pour qu'elles soient les plus facilement réutilisables par les services municipaux. Et pareil pour les plateformes de micromobilité. Aujourd'hui, vous avez eu une grosse évolution avec la loi d'orientation des mobilités qui a été votée l'année dernière et qui donne un certain nombre de pouvoirs aux municipalités pour justement imposer dans le cadre contractuel la mise à disposition des données de ces plateformes de micromobilité à des fins de régulation. Je veux juste compléter, mais de manière un petit peu décalée, c'est pour dire effectivement, on parle toujours des données comme un levier à maîtriser pour pouvoir gouverner. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un autre levier qui est le levier physique, notamment le levier de l'espace public. En fait, c'est-à-dire que si on regarde quelles sont les ressources clés des nouveaux opérateurs de la ville dont ils ont besoin pour exercer leur activité, il y a aussi cet espace public et qui permet aux collectivités de gouverner. Les opérateurs de logistique, les opérateurs de VTC, ils ont tous besoin de pouvoir à un moment donné prendre appui sur cet espace. Donc c'est juste parce que, la question me faisait penser à ça, c'est de se dire attention, voilà, il y a les données évidemment qui sont un levier très important, mais c'est pas le seul. Et il faudrait pas que la focale sur les données fasse oublier le fait qu'il y a aussi d'autres leviers à disposition des collectivités. Et si je peux compléter, Quentin, parce que la question de Mathieu est très intéressante parce que dans le cas d'espèce, en fait, donc aujourd'hui, il y a même un procès entre la ville de Los Angeles et Uber. Et un autre levier pour poursuivre sur les propos d'Isabelle, c'est qu'on voit finalement que Los Angeles est en train de fédérer tout un tas de villes autour de son combat pour obtenir ces données, qui sont des données permettant de voir justement l'utilisation des modes actifs de mobilité dans la ville et dans l'espace public. Et donc, je pense que même si les villes n'ont pas forcément les compétences, c'est vrai qu'en France, il y a un gros sujet de compétences, cette capacité des villes à actionner autour d'elles et à activer un réseau et finalement à faire front et à s'unir, me semble être un levier très important et peut-être trop peu utilisé pour l'heure. Et il faut voir ce que va donner ce réseau de villes qui se crée sur le sujet aux États-Unis. Mais peut-être qu'en Europe, on gagnerait aussi à avoir ce type d'approche. Et puis, je pense qu'il faut pas
En l'occurrence, on est face à des acteurs qui sont souvent dans le rapport de force. Je pense qu'il ne faut pas non plus avoir peur du rapport de force. Et peut-être que si les villes étaient groupées dans des réseaux, elles seraient plus puissantes, peut-être ne serait-ce que pour entrer dans des procédures vis-à-vis d'acteurs qui, quelquefois, ont bafoué les réglementations en vigueur. Non, juste pour, tout à fait d'accord avec Cécile. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, nous, on est parti sur cette idée de feuille de route, parce que une fois qu'on a expérimenté en France, on se rend bien compte qu'il y a pour avoir de l'impact, il faut qu'il y ait plus de villes qui s'unissent et qui peut-être parlent d'une même voix, ou en tout cas partagent un certain nombre d'objectifs, parce que ce qu'on a en face, c'est vrai que c'est de plus en plus gros. Et donc, le fait comme ça, de pouvoir se mettre en réseau permet d'avoir un impact, en tout cas on le souhaite, plus fort, et donc de faire avancer les choses peut-être plus rapidement, en tout cas de faire avancer les choses sur ce sujet-là. Ok, merci beaucoup. Oui, une question. N'hésitez pas et présentez-vous si vous pouvez juste au micro. Merci beaucoup. Oui, Benoît Hervieux-Léger, je couvre le débat pour la revue Ouzbek Erika. Je voulais quand même poser aussi une question, peut-être à vous, Sarah, autour de l'impact, effectivement, de l'impact de tout ce processus par rapport, effectivement, recomposition des pouvoirs, aussi par rapport à l'ensemble des collectivités territoriales. Par exemple, les expérimentations qui sont menées à La Rochelle, Nantes, Grand Lyon, etc. En plus, on voit effectivement qu'au plan administratif, aujourd'hui, dans un pays comme la France, il y a beaucoup de choses qui se recomposent justement avec l'importance prise par les communautés d'agglomération, par exemple par rapport aux départements et aux régions. Est-ce que justement, par rapport à ça, par rapport à cette dynamique, il y a aussi sur les autres collectivités territoriales, est-ce qu'il y a des interactions? Est-ce qu'il y a un impact à ce niveau-là que l'on constate? Alors, en fait, on souhaiterait qu'il y ait un impact, ou en tout cas, au moins qu'il y ait une adhésion de la part des autres collectivités pour pour cette approche et cette démarche self-data. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est, si j'ai bien compris votre question, on est encore un peu tôt dans le processus. Finalement, nous, on a été capable de travailler avec 3 villes, mais c'est assez difficile finalement de convaincre d'autres. On essaie, on essaie d'approcher d'autres villes. Ces derniers mois n'ont pas été très faciles à cause notamment les municipales, qui ont retardé beaucoup de choses et surtout qui ont remis finalement à plat un certain nombre d'intérêts pour le sujet. La crise a fait aussi basculer les priorités, parce que jusque-là, finalement, on arrivait avec une sorte d'historique depuis un certain nombre d'années à installer un peu plus le sujet et à en faire une piste d'innovation, on va dire, sérieuse, notamment pour les villes. Mais malheureusement, avec le Covid, il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause. Et en fait, ce qu'on essaie de faire pour que ça reste toujours une question qui a de l'intérêt pour les villes et qu'elles puissent adhérer et se mobiliser autour, c'est comment finalement est-ce qu'on lie la question du self-data à celle de la crise du Covid, en explorant finalement le potentiel du self-data à aider à répondre à un certain nombre de défis qui sont apparus avec la crise, que ce soit des choses qui sont de l'ordre du sanitaire ou des choses plus on va dire, liées au confinement, mobilité, éducation, travail. Donc ça pose un certain nombre de questions et en fait ça permet d'avoir une prise pour continuer à travailler sur ce sujet-là et en faire une piste prioritaire pour les villes et les territoires. Merci beaucoup. Alors peut-être pour... ok, très bien, je vais prendre une question là, et puis après on prendra une question d'Internet, et on s'arrêtera là. Bonjour, je suis Charlotte Pierson, je suis architecte urbaniste. Comme vous l'avez démontré, l'importance de la captation des données dans la ville permet de redonner une importance
certaines l'usage dans la fabrication et la représentation de la ville et des territoires. Je voulais vous demander en quoi cette prévalence de l'usage permet de re-questionner par exemple ce que serait un commun urbain et dans quelle mesure la notion de commun urbain plutôt que de service rendu pourrait devenir justement un outil conceptuel et législatif pour garantir cette souveraineté des collectivités vis-à-vis des acteurs privés qui se positionnent fortement sur cette proposition de service. La question est intéressante. Après, donc effectivement, donc ça dépend de ce qu'on entend par commun. En tout cas, toujours sur la question des données, il y a pas mal de production de données, notamment citoyennes, qui sont placées sous le régime des communs. Donc, je ne sais plus si on a cité, mais c'est le cas par exemple d'OpenStreetMap, qui est une cartographie collaborative sur le modèle de Wikipédia et qui est un commun, donc sous un format qui est inappropriable par un acteur, qui soit public ou privé. Donc ça, c'est très intéressant et ça a amené à se développer. Vous avez quelques acteurs publics qui essayent de participer, que ce soit OpenStreetMap ou à la création d'autres communs de données territoriaux. Après, je pense que je le distinguerai de la question de la souveraineté et de la relation pure public-privé, puisque par définition, un commun, ce n'est pas non plus quelque chose qui est approprié par l'acteur public et par l'État, mais qui est vraiment où toutes les parties sont à même niveau et amenées à collaborer. Donc il y a des pistes qui sont intéressantes, mais justement, et ça rejoint un peu ce que disait Isabelle tout à l'heure, ça c'est pas évident pour un acteur public puisque ça lui impose de se mettre au même niveau que les autres et donc d'être dans une logique véritablement collaborative, ce qui n'est pas forcément dans la culture traditionnelle des institutions publiques, que ce soit au niveau des élus ou de l'administration. Mais certaines le font. Enfin, en tout cas, l'expérimentent et le font très bien. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, je suis désolé, on est vraiment pris par le temps. On a dépassé notre compteur. Alors, il y a deux, trois questions très techniques sur sur la mise en œuvre de la réglementation, sur la loi L'Homme, sur le consentement et la confiance. Je vous invite à creuser ou à prendre contact avec nous pour creuser ces sujets. Peut-être comme ouverture pour traiter une des questions posées dans le chat, vous remercier et vous amener à réfléchir sur un sujet parce que la question est large. C'est comment, à l'issue de toutes ces discussions, comment au final les données peuvent être et ces traces numériques pourraient être utilisées dans le cadre de la transition écologique. Je pense que ça pourrait même faire l'objet d'une table ronde entière de traiter ce sujet, mais voilà, ouverture et appel à réflexion sur ce sujet. Du coup, merci à toutes et tous d'avoir bravé la pluie, la situation de crise et puis d'être venus ce matin pour échanger sur ce sujet. Merci beaucoup à nos intervenants, Cécile Maisonneuve aussi à distance. Je vous invite à nous retrouver ce soir sur les sujets de Construction Tech pour une nouvelle table ronde, puis une série de pitch et demain pour une nouvelle série d'événements et notamment demain matin pour aller encore plus dans les métiers du numérique appliqué aux villes sur une table ronde sur le data scientist et l'architecte, les métiers des villes de demain. Merci beaucoup et à très bientôt.